Mais votre premier rêve, vous vous en souvenez? Je m'en souviens encore. Ouais. C'était un cauchemar, un vrai cauchemar. Très, très, très angoissant. Qu'est-ce qui se passait? Et j'étais réduite en morceaux. Vous aviez quel âge? J'avais entre 4 et 5 ans, je suppose. Bien plus tard, lorsque mon père m'a demandé si je voulais faire une promenade avec lui, je ne savais pas que j'allais franchir, pour de bon, le seuil du couloir de l'effroi. Anne Gidet, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation à Azimut, bonjour aux auditeurs, et bonjour à Christian également. Bonjour. Qui est Christian, Anne? Alors Christian, c'est mon mari. Ouais. Et ça va faire à peu près... Ça va faire 20 ans qu'on s'est rencontrés. Anne Gidet, vous avez écrit le récit de votre vie, Les épines du destin, c'est le titre. Ce récit n'a pas encore été publié. Pourquoi? Parce qu'à vrai dire, c'est difficile de trouver un éditeur. Je suis à peu près à 25 refus. Donc j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire de l'auto-édition. Je venais d'acquérir ma majorité lorsque mon père m'a demandé si je voulais faire une promenade avec lui. Après quelques pas en silence, il m'a soudainement dit: « Tu te rappelles la dame qui était en chaise roulante et qui est morte? » « Oui. »« Ta maman a la même maladie. C'est une sclérose en plaques. » Anne Gidet, quelle est votre réaction quand vous apprenez cette nouvelle, la sclérose en plaques de votre mère? Vous avez à peu près 18 ans là, à ce moment-là. Oui, tout à fait. Alors là, je suis atterrée. Je ne trouve plus de mots d'ailleurs. Si vous ne trouvez plus les mots, si vous me permettez, je vais les emprunter dans votre livre. Oui. Je suis restée muette. Dorénavant, j'imaginais ma mère, dans une petite chaise, s'avançant inexorablement vers son cercueil. Quelle angoisse. Alors la sclérose en plaques, c'est une maladie dont le nom seul fait peur. Là, vous êtes une adolescente, enfin, une jeune adulte presque. Moi, je vois une petite fille. Que peut faire une petite fille quand sa maman est malade? Mais elle essaie de la protéger. Oui. Il y a une sorte de, quelque part, de parentification. Hein, donc, l'enfant a envie de devenir le parent de sa mère. Ou plus concrètement, pour une malade, il lui faudra une infirmière. Exactement. Je vous souffle les mots que vous m'avez vous-même soufflés. C'est vrai. Vous avez le trac? Un petit peu, mais ça va mieux. Je crois que vous me rassurez. Ah bon? Oh là là, vous ne pouvez pas dire ça, attendez la suite. Vous allez donc vouloir devenir infirmière pour soigner votre maman? Je voulais devenir sa soignante personnelle. Je commence mon école d'infirmière. Ouais. Il y a eu une rencontre entre-temps. Il y a eu une rencontre. Votre mari? Mais bien sûr. Ils sont là les deux, à côté de moi. Ils se regardent, mais non. Non. C'était peut-être trop évident. Quand vous l'avez rencontrée, Christian, comment elle était, Anne? Eh bien, une personne qui était rayonnante, qui avait beaucoup de volonté dans ce qu'elle faisait. Et j'ai tout de suite été attiré par son regard. Et à partir de ce jour-là, eh bien... Voilà. Et aujourd'hui, quelle personne est-elle? Eh bien, je pense de ce point de vue-là toujours la même, c'est-à-dire rayonnante, et je pense qu'elle a acquis encore plus de volonté de vivre, de volonté de progresser, et j'apprécie beaucoup tout le travail qu'elle a fait justement depuis cette rencontre. Ouais, vous avez évoqué son regard, un regard frappant. Vous avez des yeux bleus, perçants et magnifiques. Si vous me permettez. Il y a un séjour aux États-Unis, et puis vous allez rentrer à Genève, avec l'idée de convoler en juste noces? D'abord de s'installer, de prendre un petit appartement. C'est pas toujours facile de quitter ses parents. Non, ça a été très difficile pour moi. Vous pouvez raconter? Moi, j'ai pas été très, très sympa avec ma mère, parce que je suis devenue agressive pour la première fois. Et pour quelle raison? Parce que je n'arrivais pas à quitter mes parents. C'était comme un arrachage. Mais vous aviez le désir de les quitter? J'avais le désir de les quitter, mais j'avais de la peine à quitter le nid. Bien. Et puis me retrouver seule aussi, face aux responsabilités, de tenir un ménage, d'être adulte, responsable. Devant ces difficultés qu'elle rencontrait, comment est-ce que vous avez réagi, Christian? Est-ce que vous étiez au courant de ça? C'est un peu difficile à dire parce que probablement que je n'ai pas tout de suite perçu ces difficultés, d'autant plus que j'étais dans mes études.
Et c'est peu à peu que je me suis rendu compte, effectivement, qu'il y avait une certaine difficulté à affronter certains aspects de la vie quotidienne. Ouais. Oui. Mais bien entendu, il y avait d'autres moments où les choses se passaient très bien. Vous allez travailler pour la Croix-Rouge comme infirmière à domicile. Oui, ça se passe pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec une infirmière. C'était une personne, pour moi, que je ressentais comme très agressive. Ouais. Il y avait beaucoup de critiques, il y avait beaucoup d'agressivité. Je ne supporte pas du tout. Et je me laisse complètement phagocyter, j'allais dire, par cette personne, sans possibilité d'aller vers les autres infirmières. Petit à petit, vous allez sombrer dans une forme de dépression. Vous avez des maux de tête. Oui, très important. Quotidien. Que faites-vous? J'arrête. Je crois que j'ai une méningite. Donc, c'était plus de la peur qu'autre chose, mais je suis très très angoissée. Et j'arrive pas à faire face à la situation. Et les maux de tête? Et ils disparaissent. Comme ça. Mais je crois que c'était vraiment, comme on dit, psychosomatique. Ouais. Mais enfin, vous avez toujours en tête cette idée de devenir infirmière. Alors tout à fait. Vous poursuivez. Oui, je poursuis. Vous tombez cette fois-ci sur une patiente que vous dites acariâtre, que vous visitez à domicile. C'est une femme qui ne quitte pas son lit. Ça m'ennuie un petit peu de raconter votre histoire. J'aimerais mieux que ce soit vous qui le fassiez. Oui, je comprends. C'était très étrange, cette femme, parce que la première fois que je l'ai vue, je me suis dit non, ça va pas passer. Le premier regard, il dit souvent juste. C'est une femme qui avait beaucoup travaillé toute sa vie, qui nettoyait vraiment compulsivement son appartement, qui se levait même la nuit pour aller vérifier si tout était en ordre. Et un jour, elle a décidé que c'était terminé. Elle s'est couchée et ne s'est plus jamais relevée. Enfin, plus jamais. J'ai compris. Devant les autres. Devant les autres. Et un jour, elle a voulu aller aux toilettes. En fait, elle se levait toute seule, comme une fleur. Alors j'ai dit non, alors là je comprends plus. Et là, j'ai commencé à discuter avec elle et je me suis rendu compte que c'était surtout des phobies, des peurs. Et là, je me suis un petit peu prise pour une missionnaire, que j'allais sauver cette femme, qu'elle allait de nouveau pouvoir marcher, qu'elle allait pouvoir prendre son ascenseur, descendre dans le couloir de la maison, faire quelques pas, retourner, enfin qu'elle allait de nouveau souffrir. Ce que vous faites avec elle d'ailleurs, quelques pas jusqu'à avec l'ascenseur. Oui. Et puis, au bout de quelques mois, elle avait décidé que ça suffisait, elle voulait plus se lever. Elle a commencé à me tenir des propos extrêmement injurieux. Ouais. Et je n'ai pas supporté. D'un côté, bon, il y a elle, il y a son attitude. Bien, c'est une chose. Ce n'est pas son interview que nous sommes en train de faire. Mais il y a vous. Oui. Et alors, là, vous, comment vous vivez ça? Là, il y a une chose qui n'est pas normale qui se passe, c'est que je me mets en colère. C'est vraiment extrêmement rare. Il faut vraiment que je sois à bout pour me mettre en colère. Mais c'est très, très violent à ce moment-là. Je crois que je l'enguirlande, mais vraiment très, très fortement. Et elle s'est sentie mal. Je crois qu'elle a même pleuré. Sa dame de compagnie, qui était souvent là, elle a pris peur également. Enfin, tout le monde s'est réfugié dans une autre pièce. Et moi, j'étais vraiment hors de moi. Ensuite, je me suis quand même excusée. Que j'étais vraiment désolée, que ça a été trop loin. Bien, l'incident est clos, mais après, il y a vous qui êtes seule avec vous. Oui, alors avec moi-même, là, je commence à aller de plus en plus mal. Ouais. Vous dites avoir conscience d'avoir des problèmes relationnels sur votre lieu de travail, et puis d'éprouver également des sentiments de persécution anormaux. Facilement, là, je commence à me sentir un petit peu au centre du monde. Souvent une sorte d'égocentrisme. J'arrive plus à relativiser. Et j'ai l'impression que les autres me prêtent des intentions vraiment très négatives, qui sont totalement injustifiées. C'est la paranoïa. C'est la paranoïa, tout à fait. Oui. Alors aujourd'hui, vous en parlez. Est-ce qu'à l'époque, vous vous rendez compte de ça? Non, pas du tout. Pour échapper au monde du travail, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, donc Anne Gidey, Les épines du destin, un récit qui n'est pas encore publié. Tout en ayant la reconnaissance des autres, il me fallait maintenant tomber enceinte et devenir mère au foyer. Comment vous expliquez ça? Mais ça, c'est assez fort parce que je me rendais compte que la société demande des comptes. Donc, pour être quelqu'un, il faut être une femme mariée avec des enfants, une profession, avoir la santé, enfin être quelqu'un d'actif. Donc, vous vouliez en fait répondre à ce que vous imaginiez que la société vous demandait. Exactement. Soit une bonne épouse pondeuse. Oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. Un peu ça. Alors, si je ne travaille plus, il faut au moins que j'ai des enfants. Et vous, là, monsieur, comment est-ce que vous entendez ce choix? Il paraît légitime. Oui, tout à fait. Moi, je ne désirais pas particulièrement
avoir des enfants. Et surtout, mon inquiétude était que je sentais Anne très fragile et j'avais un peu peur qu'elle ne puisse assumer, donc un enfant ou plusieurs enfants. Est-ce qu'il avait raison d'avoir peur ? Moi, je crois qu'il avait raison, oui. Ouais. Alors vous êtes quand même consciente que vous êtes habitée par des obsessions. Vous êtes obsédée par vos règles. Vous avez un désir absolu d'avoir un enfant. Vous vous sentez seule aussi. Oui, et là je commence à partir dans une sorte d'irréalité, où je commence à construire des histoires un peu abracadabrantes, si je puis dire. Vous vous réfugiez dans un monde imaginaire. Tout à fait. Est-ce que vous en avez conscience ? Pas vraiment. Qu'est-ce que vous faites pour essayer d'aller de l'avant ? Je vais aller voir un vitologiste qui se rend compte que ça va pas du tout, j'ai plus de vitalité. Alors il m'indique une adresse, d'aller voir quelqu'un, une psychothérapeute. Quand j'étais petite, mon éducation m'avait fait imaginer que la maladie était valorisante et qu'une personne supportant avec courage ses difficultés était admirable. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère avaient toutes eu des maladies chroniques dégénératives. Il était donc tout naturel que je continue la chaîne pour être reconnue et aimée. Mais si je pouvais choisir, cela devait être une affection sans séquelles. Je pensais qu'il valait mieux avoir une dépression nerveuse plutôt qu'une sclérose en plaques ou un cancer. Vous êtes toujours dans les mêmes pensées aujourd'hui par rapport à la maladie ? Non, plus du tout alors. Mais je crois que je me suis un peu construit quelque part par mes pensées. Je me suis presque conditionnée finalement à tomber malade. Ouais. Un jour, une amie de ma mère m'a prêté une cassette de visualisation qui invitait les auditeurs à se projeter dans d'autres réalités et à régresser dans leurs vies antérieures. Tout un programme très impressionnant et fascinant pour mon esprit aventureux et perturbé. Un soir, sachant que je ne serais pas dérangé, je me suis couché sur mon lit et j'ai enclenché mon magnétophone. Je me suis concentré sur les instructions données par une voix masculine qui était transformée pour rendre l'exercice plus efficace. Elle était très impressionnante, cette voix envoûtante même. Elle susurrait à mon oreille attentive. « Montez, montez, montez encore. » Il le faisait comme ça ? Ah oui, puis c'était une voix encore plus grave. Ah. Oui. Par ces mots, l'exercice m'invitait à me diriger vers d'autres plans de conscience, en décrivant des mondes imaginaires. Il s'est passé alors quelque chose d'étrange. J'ai vu devant moi 3 boules, les unes sur les autres, en suspension dans le vide. Elles avaient la taille d'un ballon de football, et leur couleur était d'un bleu vif fluorescent. Elles n'étaient pas suggérées par la cassette, cependant, elles sont restées devant mes yeux pendant plusieurs minutes. Et puis tout à coup, tel un feu d'artifice, un jet d'énergie de couleur dorée est sorti puissamment de mon estomac pendant quelques secondes pour disparaître dans le plafond de la chambre à coucher. « Montez, montez » poursuivait la voix que mon oreille captait de manière de plus en plus amplifiée. À présent, j'avais des perceptions physiques de soulèvement. J'étais presque fier d'avoir de telles sensations. Pourtant, lorsque la cassette s'est arrêtée, j'étais épuisé et dévitalisé. J'avais l'impression d'être vidé de ma substance. Alors je me suis endormi jusqu'au matin. Et sur quelle réalité vous êtes-vous réveillé, Anne Gidey ? Mais j'étais plus tellement dans la réalité, à vrai dire. Ouais. J'étais entre le rêve et la conscience, mais entre deux, je dirais. Entre deux mondes. Et ce qui m'a surpris, c'est que je commençais à marcher sur la pointe des pieds. Pas tout le temps, mais à certains moments. Comment vous interprétez ça ? Ne pas déranger, passer inaperçu ? Je me sentais plus dans mon corps, à vrai dire. Et bon, pour avoir lu différentes choses de gens qui ont eu des problèmes psychiatriques, il y a eu justement le fait de marcher sur la pointe des pieds, qui est une des caractéristiques des personnes psychotiques, de certaines personnes psychotiques. J'ai dû utiliser toutes mes forces pour rester en vie, écrivez-vous dans votre récit, Les épines du destin, Anne Gidey. Ce combat a duré jusqu'au réveil de mon mari. C'est-à-dire, Christian ? Comme ce que vivait Anne m'était en grande partie inconnu, en ce sens que c'était pendant la nuit. Donc, je me suis pas tout à fait aperçu de ce qui se passait chez elle. Je voyais bien qu'Anne était très sensible, sensibilisée à certaines émotions, qu'elle avait de la peine à gérer son monde émotionnel. Mais pour ma part, je me suis pas rendu compte de cette descente progressive qu'elle était en train de faire, d'autant plus que par moments j'étais absent, j'étais en voyage. Et à partir de là, je dois dire que je ne me suis pas vraiment rendu compte de cette situation, de la gravité de la situation.
certains réveils, je me rendais bien compte que Anne avait beaucoup de difficultés à se lever, qu'elle était fatiguée et qu'elle mettait du temps à se mettre en mouvement le matin, ce qui était évidemment les caractéristiques d'une sorte de dépression, du moins une dépression larvée. Et vous, Anne, vous n'avez pas eu envie de vous ouvrir de vos difficultés auprès de votre mari? Moi, je voulais pas non plus trop l'accaparer. Oui. Je voulais rester discrète. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je garde ça pour moi, que je vivais quelque chose de particulier. Ouais. Parce que à ce moment-là de votre histoire, vous pensez que vous vivez quelque chose de particulier, de magnifique ou de terrible? Parce qu'il y a beaucoup, cette dimension, je dirais, manichéenne, dans votre récit en tout cas. Le bien, le mal. Oui, tout à fait. Soit tout est blanc, soit tout ne l'est pas. Oui, c'était vraiment parti dans les extrêmes, parce que à la fois c'était magique, parce que tout était intensifié, tous les sens étaient exacerbés, et à la fois c'était extrêmement angoissant. J'étais dans un monde émotionnel où tout est exagéré. Ouais. Alors justement, il y a votre relation à votre époux, vous ne voulez pas l'accaparer en vous ouvrant de vos difficultés, puis il y a tous les autres. Oui. Vous leur dites pas, pas? Quelque part en moi, il y avait une certaine honte. Je me sentais quand même marginale. Ouais. Donc je me cachais. Qu'est-ce que ça représente de cacher sa maladie, par exemple dans des situations courantes? Mais très souvent, de se sentir dans un état de dépression, il y a un sentiment de honte. Peur de déranger, peur de prendre sa place. Oui. Et peur d'être agressé aussi. Alors ça, c'est la dépression. Mais vous souffrez aussi d'hallucinations, qui sont aussi bien visuelles, qu'auditives, que tactiles. Oui. Voire olfactives. Oui. Voire olfactives. Oui. Alors ça, c'est quand même autre chose qu'une dépression. Oui. Bon, ce qui se passait à l'époque, c'est que j'allais voir une psychologue. Oui. Et je crois que même elle ne s'est pas vraiment rendue compte de ce que je vivais. Parce que, à vrai dire, je ne lui disais pas. Et je crois que ça, c'était un peu un désavantage. C'est que je savais bien cacher. Je pouvais donner une apparence tout à fait normale, sereine, et vivre un cauchemar intérieur. Vous allez être hospitalisé. Oui. Et puis, on va vous dire que vous souffrez de dépression mélancolique. C'est rassurant, ça? Moi, ça me rassurait, dépression. Ce n'est pas trop grave. Surtout mélancolique. Mais finalement, bon, c'est quand même une psychose. Absolument. Mais ça, vous ne le saviez pas. Non. Alors, c'est quoi la dépression mélancolique comme psychose? Mais c'est une psychose qui s'apparente quand même beaucoup à une forme de schizophrénie. Oui. Donc, dédoublement de la personnalité. Avec délire, réalité qui n'est plus ce qu'elle est, c'est-à-dire une sorte d'irréalité. Association d'idées, sensation physique anormale. Morcellement. Qu'est-ce que c'est que le morcellement, exactement? Je crois que ça doit être la chose la plus angoissante, parce qu'il y a une impression de ne plus avoir de moi. De ne plus avoir de corps, c'est ça? De ne plus avoir de corps, de ne plus avoir d'identité, de ne plus être incarné sur Terre. Est-ce que vous pouvez essayer, je sais bien que c'est difficile, mais d'en dire un peu plus sur ce sentiment? Alors l'exemple, c'est... J'étais donc à Carouge à l'époque. J'étais au bord de la fenêtre, au 2e étage, et je me disais, c'est facile de se tuer. Bon, du 2e étage, ça suffit pas. Mais mon corps n'était plus qu'un vieux manteau crasseux. Je le sentais plus, je n'existais plus. Donc en fait, c'était facile de me suicider. Heureusement, quelque part, dans ma conception de la vie, dans mes croyances, la vie continue après la mort. Mais si c'est un suicide, il y a certainement le regret. Alors je me suis dit, non, je ne vais pas faire ça.
Au cours de votre hospitalisation, évidemment, vous allez découvrir non seulement votre univers, mais un univers. Je suis resté tout le bel été de 1988 dans le centre psychiatrique de jour. J'ai fait la connaissance d'une quantité de personnalités différentes, originales et marginales pour la plupart. Pour ma part, je me considérais comme une anticonformiste. Ça me donnait ainsi un peu d'importance. L'angoisse était omniprésente chez mes compagnons d'infortune et leur proximité me dérangeait constamment. Sans protection, j'étais comme une antenne parabolique, sensible à toutes les émotions d'autrui, ne pouvant distinguer si elles m'appartenaient ou pas. Parmi les malades que je côtoyais, une comptable de 50 ans au visage amaigri et au teint jaune avait jeté tous ses objets ménagers en fer car elle se sentait menacée par leur présence. Elle s'était construite un rempart de papier pour se protéger de l'ennemi, une vraie guerre de tranchées. Cette patiente se tenait assise, telle une poupée de cire, et restait longtemps immobile, enfermée dans sa camisole chimique. La camisole chimique, Anne Gidey, vous l'avez connue aussi. Oui. Alors, de quoi s'agit-il ? Médicaments, bien sûr. Voilà. Mais quels sont les effets secondaires des neuroleptiques et autres substances telles les benzodiazépines ? Oui. Les antidépresseurs par aussi, exemple. Voilà. Alors les neuroleptiques, surtout de la première génération, donc les neuroleptiques très incisifs. Oui. Je crois ce qui est absolument insupportable, c'est ce qu'on appelle les impatiences. C'est un peu le jargon des malades. Oui. Le terme scientifique, c'est l'envie de bouger. C'est l'envie de bouger. On ne peut pas rester 3 secondes en place. Mm-hmm. Et je crois que ça, c'est pire que l'angoisse. J'ai entendu dire que ce type de médicament, en fait, donnait une apparence de normalité aux malades, mais que l'enfer que la personne vivait était toujours là. Simplement, la personne est tranquille. Est-ce que c'est vrai ? C'est tout à fait vrai. Alors, c'est presque un peu pour calmer les autres, pour sécuriser les autres. Mais à l'intérieur, c'est une bombe, mais dont on a mouillé la mèche. Et vous, Christian Gidey, à ce moment-là, il commence à y avoir clairement des mots qui sont posés sur ce dont souffre Anne. Oui, alors, même avant de connaître le diagnostic, il est clair que je trouve la situation extrêmement inquiétante, mais en même temps, je me sens soutenu par l'entourage et également par le milieu médical qui offre quand même un certain nombre de structures intéressantes. Ouais. Et je pense que là, je crois, le sentiment le plus difficile, c'est celui de l'impuissance. C'est qu'on est devant une situation, on sait que ça va être long, parce que toute dépression, qu'elle soit mélancolique ou pas, demande beaucoup de temps pour que les choses se réparent. Et en tant qu'individu, moi, je me sentais complètement impuissant. Ouais. Si ce n'est que je pouvais soutenir Anne dans son travail, je pouvais être là, l'accompagner, mais pas faire grand-chose de plus. Un mois plus tard, vous sortez, vous êtes comme avant. Non, pas vraiment. On vous a pourtant dit, voilà, vous êtes comme avant, vous pouvez sortir. Bon, ce que j'aimerais quand même rajouter, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la régularité de Christian. Oui. C'est-à-dire que le matin, il m'amenait à 9h au centre, et il venait, mais alors avec une précision extraordinaire, me rechercher à 17h. Dans le centre, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Une telle régularité. Oui. Et pour moi, c'était extrêmement rassurant. Une forme de cadre. Un cadre, oui, tout à fait. Donc, vous n'êtes pas comme avant, alors, quand vous sortez un mois après ? Alors, pas du tout. Donc, ma balance a pris l'ascenseur. Ouais. Mes cheveux, je les perds. Mes yeux, ils sont vraiment ternes. Il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus rien. Et je me sens extrêmement fragile, angoissée. Pas bien du tout. Enfin, j'étais absolument pas comme avant. Donc, vous allez bien sûr vouloir toujours essayer de vous extirper de cette situation, de cette prison. Et vous vous lancez des défis. Alors moi, je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve un rythme, une sorte de rythme intérieur. Parce qu'il y a une chose qui est très importante quand on est dans un état de dépression, le temps est extrêmement long. Une journée, c'est interminable. On ne sait jamais quand... On a l'impression que c'est une éternité, que ça ne va jamais finir. Et ça, c'est vraiment difficile à supporter. Parce que la lecture est impossible. Moi qui aime beaucoup lire, je n'arrivais pas à me concentrer. Pourquoi elle est impossible ? On ne peut pas se concentrer ? Oui, impossible de se concentrer. Et ça, c'est vraiment... Je lisais 10 fois la même ligne, puis j'abandonnais parce que ça ne servait à rien. Alors, parmi les défis que vous posez,
Alors là, je voulais récompenser Christian. Alors je lui tricote un pull, vraiment un beau pull. J'ai choisi. Pénélope. C'est Pénélope. Vous reprenez cette image dans votre livre. Anne Gidey, Les épines du destin, un livre qui, je le rappelle, n'est pas encore publié et qui cherche un éditeur. Ouais. Donc Pénélope. Alors Pénélope tricote son pull pour Ulysse. Ouais, et ça prend combien de temps, votre pull, Anne Gidey? Presque 2 mois. Presque 2 mois et je l'offre pour Noël. Ouais. Mais j'ai beaucoup de peine parce que chaque fois, je faisais 2 lignes, 2 rangées. Je m'arrêtais, mais j'étais contente parce que le pull était prêt pour Noël. Anne Gidey, il y a énormément de moments comme ça dans votre histoire de vie. On va bien sûr pas tous les raconter, mais au terme de cette étape, ça va mieux. Toujours dans cette démarche de mieux-être que, évidemment, vous entreprenez, un peu malgré vous d'ailleurs, parce que vous êtes bien forcé. Oui. Vous allez rencontrer une géobiologiste. Oui. Que va vous dire cette personne? Que moi, je suis une antenne parabolique, que je reçois tout. Ouais. Donc, que vous êtes médium. Que je suis médium aussi, quelque chose que j'apprends. Alors, cette femme vous demande si vous n'avez pas un cousin. Oui. Ou si vous n'avez pas une personne de mon entourage qui est décédée d'une mort violente. Ouais. Et là, effectivement, j'avais un cousin germain qui s'était malheureusement suicidé. Et il semblerait que la dépression mélancolique a fait que j'ai ouvert une brèche et que ce cousin a tenté de demander de l'aide. Donc, évidemment, à travers une personne qui est ouverte. Donc, le cousin décédé. Donc, ce serait son âme qui se serait emparée de la vôtre. Si je peux résumer les choses de cette manière. Oui, c'est ce que je ressens, en tout cas. C'est ce que vous ressentez. Et c'est l'explication de cette femme. Alors, il va falloir vous aider, là, tous les deux, et votre cousin suicidé, et vous-même. Oui. Donc, il va y avoir une sorte d'exorcisme. Alors là, je suis tout à fait d'accord de faire l'exercice, vu que... Exercice, vous dites. Moi, je dis exorcisme. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? Oui, effectivement, c'est bien ça. Bon, sauf que c'est peut-être pas le diable qui l'habitait, mais... Ah, le diable a plusieurs formes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, j'ai de nouveau sous forme de rituel. Pendant 3 soirs, j'ai lu dans l'Évangile de Saint Jean un extrait de l'Évangile. Ouais. Je devais penser à mon cousin et lui demander à haute voix de s'élever vers la lumière. D'autres membres de ma famille ont participé à cette tâche, ce qui devait rendre la pensée plus forte. Les résultats ont été très impressionnants. Ma tante, la mère de mon cousin Germain, n'était pas au courant de ce travail. Pourtant, à partir de ce jour, elle a cessé d'aller quotidiennement sur la tombe de son fils. L'état de santé de ma mère s'est amélioré et je me suis sentie enfin moi-même. Oui. Dites-vous. Oui, j'avais vraiment l'impression d'être libérée. Ouais. Mais c'est pas encore la grande forme, parce que vous allez vous intéresser à des conférences de psychologie spirituelle. Oui. C'est quoi ça? Ça fait un peu partie de l'ésotérisme. On est quand même un petit peu dans ces domaines-là, domaine qui m'attire toujours. Ouais. Je suis toujours à la recherche de l'impalpable. De l'impalpable, et je crois que c'est finalement être à la recherche de mon identité. Ouais. Parce que, en fait, j'ai envie de comprendre. Bien sûr. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ouais. Qu'est-ce que j'ai perçu? Ouais. J'avais pas envie de me réfugier dans des croyances, mais j'avais vraiment envie de passer au stade de la compréhension. Ouais. Alors, en 2 mots, disons, psychologie spirituelle. C'est en fait comprendre comment la conscience évolue. Oui. Et comprendre comment ce processus fonctionne. Mais, si je peux me permettre, vous êtes sur une pente glissante. Oui, parce que vrai. Souffrant d'une psychose, vous vous aventurez sur des sentiers qui n'ont pas été beaucoup explorés. En effet. Ouais. C'est vrai qu'il y a très très souvent des personnes psychotiques qui s'intéressent à l'ésotérisme. Par la force des choses. Par la force des choses. Ouais. Vous allez assister à un mariage à Milan. Oui. Et puis? Alors là, parce que ça, c'est pas rien, évidemment, ce mariage à Milan. Non. Il y a toute une situation sociale, qui est qui vaut quoi. C'est bien ça. Oui, c'était quand même des personnes au niveau culturel, social, ils sont relativement aisés, je dirais. Ouais. Et moi, je suis complètement dans une phase de persécution. Donc,
Je vois pas les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que tout est exagéré. J'ai l'impression de nouveau qu'on m'en veut, je suis pas à la hauteur, ce genre de choses, et je supporte pas du tout. Et déjà, je voulais renoncer à ce mariage. Je ne voulais pas y aller, et puis je me sentais un petit peu quand même obligée parce que ça faisait partie de la famille, donc je me sens quand même redevable. Redevable. Je trouve que c'était plus poli comme ça. Ouais. Vous revenez de ce mariage, et puis si vous voulez bien, je vais vous demander de mettre votre casque et de fermer les yeux. Alors, Anne, c'est quoi cette musique? C'est un film que j'ai vu juste au retour de Milan. Ouais. C'est tous les matins du monde de Corneau. Ouais. Et là, il s'est passé quelque chose d'absolument anormal. J'ai pleuré du début à la fin du film. Pourquoi c'est anormal? Parce que c'était exagéré. D'accord. Je vivais tous les personnages à la fois. Je faisais des associations d'idées. En plus, l'actrice principale porte le même prénom que le mien. Ouais. Et il y a une pendaison aussi. J'étais vraiment horrifiée par cette histoire. Réécouter cette musique aujourd'hui, ça vous fait quoi? Ça va bien. Ouais. Je la trouve agréable. Oui. Peut-être un peu nostalgique. Oui. Ça ne fait pas ressurgir les fantômes du passé? Non, je crois que c'est derrière moi. Loin les fantômes du passé, allez, il y a autre chose. Christian Gidet, vous, après ce voyage à Milan, où est-ce que vous en êtes par rapport à l'évolution de la maladie de votre épouse? Je perçois toujours cette fragilité qui ne cesse... Ça vous pèse? Oui, beaucoup. Disons, je suis toujours un peu soucieux, un petit peu angoissé. Enfin, en tout cas, Vous êtes un peu insomniaque? Non, pas du tout. Pas encore? Non. Mais vous dormez au salon? Oui, alors juste... Ce n'est plus un interview, c'est un interrogatoire. Oui, alors bien sûr. Donc le gros problème, c'est que Anne, n'arrivant à dormir qu'avec beaucoup de difficultés, eh bien pour quand même conserver mon sommeil, je vais dormir au salon à peu près toutes les nuits, en m'inquiétant toujours plus de sa situation, justement à cette nuit où Anne me réveille pour me dire qu'elle est très très angoissée et qu'elle veut me parler, elle veut me dire quelque chose. Alors à partir de ça, on va à la cuisine, on s'installe et je lui sers une boisson chaude afin qu'elle puisse s'exprimer. À la table de la cuisine, face à face, autour d'une tasse de tisane, je tentais d'expliquer à mon mari la nature des perceptions que j'avais eues en regardant ses dessins. De quel dessin s'agit-il, Anne? C'est des dessins d'art. Alors là, vous avez apporté un certain nombre de disques, un livre ou deux, des photographies et puis des sables aussi. Des sables, oui. J'entends des petits sacs de plastique avec du sable à l'intérieur. Je vous ai demandé effectivement d'emporter différents éléments de votre existence qui ont représenté des défis pour vous à un certain moment. Alors ce livre... Au début, il y a 2 images. Oui. Je les découvre. Une de Rubens. Oui. Et une autre de Dürer. Ce sont des portraits au crayon. Portraits, au fusain. Oui, tout à fait, au fusain. Alors, il y a un jeune enfant de Rubens et puis une femme âgée de Dürer. Oui. Je regarde ces dessins et je suis frappée par le contraste. Oui, la beauté de l'enfant et la laideur, si on veut bien, de la vieille dame. Voilà. En plus, le trait de Rubens est doux alors que celui de Dürer est sec. Exactement. Oui. Ce qui accentue le contraste. Exactement. Alors là, quoi? Et là, je suis saisie par une impression de beauté. En même temps que je lui parlais, je vivais un conflit intolérable entre la beauté et la laideur du monde. Subitement, j'ai été prise d'un accès de colère et j'ai frappé la table d'un grand coup. C'est là qu'est survenu l'ineffable. J'ai soudainement été parcouru par un puissant flot de lumière dorée. En une fraction de seconde,
J'ai passé de l'extrême colère au ravissement extatique. Une énergie d'amour inconditionnelle inondait mon corps depuis les épaules jusqu'aux pieds en passant par la colonne vertébrale pour disparaître dans le sol. J'avais très chaud et j'avais des fourmillements partout. J'étais pénétré d'un bonheur insoutenable. Mon visage était transfiguré et radieux, au dire de mon mari, qui stupéfait assistait à ce spectacle. Elle était vraiment radieuse, transfigurée. Ah oui, une transformation immédiate en une fraction de seconde entre un moment où Anne était très très mal, elle exprimait vraiment, elle pleurait, elle était en colère et tout à coup, j'avais une autre femme devant moi. Alors là rayonnante. encore, votre réaction à vous? Alors ma réaction, c'est que tout de suite je me suis dit, là il y a quelque chose, il y a un problème majeur qui est en train de se produire. Probablement qu'elle a dû contacter des énergies très puissantes. Et Anne me disant qu'en fait elle était dans un univers extraordinaire et qu'elle allait y rester. Et moi je me suis tout de suite dit non, là elle n'a plus la notion du temps. Hein. Donc il va falloir que je fasse un travail avec elle, si je peux m'exprimer comme ça, en essayant de lui parler, de la ramener, disons, à une réalité concrète. D'autant plus que quelques minutes après, elle voulait tout de suite sortir dans la rue, en pyjama, alors qu'il faisait froid. Nous étions au mois de février. Vous pensez que vous vivez une expérience mystique? J'apparente cela à ce qu'on appelle une extase mystique pour les religieux. Oui. Mais qu'on pourrait aussi parler d'une décompensation psychotique pour les psychiatres. Ouais. Quand je le lis là comme ça avec le ton, je ne sais pas s'il est bon, s'il correspond à celui que vous aviez, etc. Mais est-ce que ça vous laisse indifférente? Est-ce que ça réanime des choses? Alors curieusement, plus j'en parle, mieux je me porte. Ouais. C'est comme si chaque fois j'arrivais à prendre encore un peu plus conscience et en même temps ça me fait prendre un certain recul. Mm-hmm. Vous allez faire un voyage en Inde. Oui. Le mysticisme aussi? C'était pas vraiment ça. Mm-hmm. Mais là, vous éprouvez des fourmillements dans les doigts. Oui. Que j'attribuais de nouveau à une transformation de mon psychisme, Oui. enfin un truc un peu magique, ésotérique. Et ça commençait à monter dans mon poignet, dans mon avant-bras, mon bras. Ensuite, ça a pris tout le thorax. J'étais devenue hémiplégique. Ouais. Et là, je décide d'aller directement à l'hôpital, sans passer par un médecin. C'était un dimanche.
Le neurologue a été contraint de me répondre. Vous êtes atteinte de sclérose en plaques. Je n'arrive pas à y croire. À cet instant, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Paradoxalement pourtant, une sensation de profonde libération illuminait toutes les cellules de mon être. Cette maladie dont était atteinte ma mère et que j'avais voulu conjurer à l'aide de toutes sortes de croyances aussi irrationnelles les unes que les autres, voilà qu'aujourd'hui je ne pouvais plus la craindre, puisqu'elle avait fini par m'atteindre moi aussi. Maintenant, il ne m'était plus possible d'échapper à mon destin par des subterfuges. Vous êtes cruel avec vous-même. Oui, parce que je crois que c'est important d'être lucide aussi. Ouais. Il y a pourtant un espoir. Oui. Qui surgit dans cette annonce de maladie, lequel? L'espoir de faire partie des gens qui n'ont qu'une seule poussée dans leur vie, ce qui est quand même assez fréquent. Ouais. Parce qu'on a découvert qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des scléroses en plaques qui n'ont jamais été déclarées, jamais été diagnostiquées. Mmh. Donc j'espère, et surtout que ma mère a une forme peu évolutive. Ouais. Donc elle est stabilisée. La médication, c'est pas évident de la trouver, d'autant plus que vous avez souffert 4 ans auparavant, je crois, à ce moment-là, donc de dépression mélancolique. Oui. Alors il y a tout un ajustement au niveau de la médication à trouver. Le traitement, c'est la cortisone. Ouais. Et la cortisone, ça peut donner des compensations psychotiques. Mmh. Alors par prévention, il me donne des neuroleptiques extrêmement puissants que je ne supporte pas du tout. Et je continue à ne pas dormir, à arpenter les couloirs. Donc c'est infernal. Vous avez une maladie psychique et puis maintenant une maladie physique. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Pourquoi vous avez eu ça, vous pensez? Difficile à dire. Oui, évidemment. Ouais. La question est brutale, d'ailleurs. Oui. Pourquoi j'ai eu tout ça? C'est comme un héritage, quelque part. Mais en même temps, c'est presque une opportunité. En fait, pour moi, c'était très important de donner un sens à ma vie. Oui. Et que, puisque ces maladies sont là, alors il faut en faire quelque chose. Mmh. Et pour moi, je me suis dit que le sens de ma vie, c'était de pouvoir évoluer en conscience. Et que peut-être la maladie allait accélérer cette prise de conscience. Ouais. Donc ça me donnait du coup un sens. Et le fait de donner un sens, ça allège. Et la vie est beaucoup plus, agréable. Mmh. Tandis que vous me parlez, je suis attirée par votre pendentif. Qu'est-ce que c'est, un cristal, c'est une un topaz, béryl. Un béryl. Ce qu'on appelle aussi rare. Oui, c'est un cadeau de ma mère. Ouais, tiens. Qu'on trouve dans les rivières d'Arizona. Donc ça vient des États-Unis. Une pierre dont la composition est très proche de l'émeraude. Oui. Vous allez avoir un problème oculaire. Oui, une névrite optique. Ouais. Une névrite optique, c'est une inflammation de l'œil qui fait que j'ai vu flou. J'ai eu des malaises. Alors il y a des mieux dans votre état. Oui. Comme l'a expliqué d'ailleurs votre époux, c'est des moments, ce n'est pas un état continu. Mais vous avez toujours, vous, un objectif, être infirmière. Être infirmière en psychiatrie. Cette fois-ci. Oui, cette fois-ci. On va vous proposer un stage dans une unité où vous avez vous-même été soigné. Il faut dire vraiment que c'est moi qui l'ai cherché. C'est vous qui l'avez cherché. Parce qu'en c'est important. Oui, je crois que c'est important. Parce qu'on m'a déconseillé même de le faire. Ouais. Parce qu'en 88, je m'étais juré qu'un jour je me retrouverais de l'autre côté, du côté des soignants. Ouais. C'était un défi. Et comme je suis assez obstinée, donc des fois un peu obtus même, j'allais dire, donc il fallait que je concrétise ce défi. Donc je m'inscrive déjà dans l'école. On comprend à quel point ça peut être difficile pour une personne de s'intégrer alors qu'elle veut faire partie du monde des soignants et que toutes les autres personnes savent très bien qu'elle a été soignée. Oui. Il semblerait que les gens qui ont passé par des épreuves psychiatriques, ensuite comprennent mieux le problème et s'ils sont assez forts, peuvent devenir d'excellents soignants. Ouais. Moi, je me croyais assez forte, c'était là mon erreur. Et là, effectivement, je me suis retrouvée dans un centre de jour et on m'a reconnue. Et pourtant, c'était bien des années plus tard. 88, 97. Mais j'ai été reconnue. Ouais. Avec ces yeux-là. C'est pas toujours un avantage. Vous allez finir par quitter cette école. À partir de cet instant, écrivez-vous, j'allais sombrer dans l'aventure la plus hallucinante de ma vie.
C'est laquelle? Alors là, c'est un délire massif, de toute puissance, où je me suis carrément prise pour le Christ. Je ressentais mon rôle comme une certitude. J'étais désigné pour accomplir cette mission de rédemption, entamée par moi-même en tant que Christ 2000 ans auparavant. En effet, il me semblait tout à fait logique, comme je suis poisson ascendant Verseau, que c'était moi qui devais ouvrir la nouvelle ère du Verseau, succédant à celle des poissons. Mais cette fois-ci, je revenais en tant qu'amour cosmique, soit pour fonder une nouvelle religion, soit pour délivrer un message destiné à toute l'humanité. Je devais prendre cette difficile décision de l'orientation que je voulais donner à ma mission. Ça vous va le ton avec lequel je lis ça? Oui, ça va très bien. Bon. Vous allez être interné dans une clinique psychiatrique. Oui. 20 km de Genève, la Métairie. Oui. Oui. Et là, vous allez faire ce que vous appelez une expérience mystique à l'envers. Enfin, ce que j'appelle une expérience mystique à l'envers. C'est-à-dire... Je me faisais énormément de soucis pour le monde. J'étais extrêmement inquiète pour l'avenir de l'humanité. Et là, vu que j'avais raté ma mission, il était tout naturel que je régresse dans les différents règnes pour... Et que vous vous dissolviez. Et je me dissolvais. Le problème était que la dissolution ne s'opérait pas. Mon corps avait toujours un aspect humain, je ne pouvais pas le nier. Par conséquent, j'ai pris la décision de m'autodétruire pour que le processus de transformation physique s'enclenche. Puisque je n'avais aucun objet tranchant à ma disposition, mes mains allaient me servir d'armes pour me supprimer. C'est donc avec une frénésie que j'ai commencé par m'arracher les cheveux par poignées. Puis je m'en suis prise à mon œil droit, celui qui avait été atteint par une névrite une année auparavant. J'ai essayé à plusieurs reprises de le détacher de son orbite en tirant sur lui avec mes 2 mains jusqu'à entendre un léger craquement. C'est alors qu'une main immatérielle s'est approchée de mon œil pour le protéger de l'irréparable. Même si elle était invisible, je ressentais physiquement cette main providentielle. Elle m'a caressé le visage pour écarter délicatement mes doigts de ma tête. C'est grâce à cette présence bienfaisante que j'ai pu conserver mon œil. Toutefois, ma souffrance morale persistait. J'ai ensuite essayé de m'assommer en frappant ma tête contre le rebord de la baignoire. N'arrivant pas à perdre connaissance, je suis sorti de ma chambre en courant pour tenter de me suicider par un autre moyen. Je n'étais plus qu'un animal en furie qui hurlait de rage et de douleur et qui montait 4 à 4 les escaliers de l'unité en criant « Je suis le mal absolu !» Ça vous fait rire aujourd'hui? Oui, ça me fait rire. Ouais. Pourtant, vous l'avez crié plus d'une fois, je suis le mal absolu. Ne faites rien pour moi, je dois disparaître, je dois mourir. Ouais. C'est vrai que maintenant, ça me fait sourire. Ben, ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Enfin, tant mieux. Oui. Hein? Alors, comme je le disais tout à l'heure, Anne Gidey, il y a bien sûr beaucoup de moments comme ça, avec des hallucinations, des perceptions transformées. Et tout ça, ça a été votre chemin, votre maladie. Il y a bien sûr, puisque vous êtes là aujourd'hui à ce micro pour témoigner, un chemin vers la guérison. Quel a-t-il été? Je crois que ça, c'est très important parce que si j'ai appelé mon livre « Les épines du destin », donc j'ai bien parlé des épines, et à chaque moment de difficulté, j'écrivais. Donc c'est bien ça qui est ressorti. Mais si je n'avais pas vécu tout ce qu'il y a entre les épines, donc tous les moments de bonheur, d'amour, d'humour, ben j'en serais pas là où j'en suis. Et une chose qui est aussi intéressante, j'ai évidemment relu mon livre pour corriger les fautes, et puis je me suis dit, mais est-ce que c'est noir? Mais j'avais une vision noire de la vie. Et ça ne va plus. Et c'est effectivement plus d'actualité. Vous avez changé de regard. Ah, complètement. J'ai changé de lunettes. Ouais. Mais vous avez toujours les mêmes yeux. Enfin, je ne sais pas, c'est la première fois que je vous vois. Mais vos yeux sont vraiment... Alors, parmi les différentes démarches de médecine parallèle, médecine douce, vous avez fait aussi bien sûr de la naturopathie. On vous a dit, entre autres choses, que vous receviez des messages extraterrestres. Enfin, il y a toute une recherche de votre part au travers de ces médecines douces, parfois charlatanisme, point d'interrogation. Vous arrivez à une conclusion à un certain moment de votre histoire, c'est celle de laisser tout ce qui est de l'impalpable, de l'invisible, ainsi que des médecines douces de côté. Je me suis rendu compte que pour moi, c'était vital. C'était absolument vital de m'éloigner de l'irrationnel, qui est parfois fascinant, mais souvent dangereux. Et je me suis rendu compte que ce qui est important, c'est de revenir à une vie simple,
Donc pour moi, ça signifiait dans le quotidien, par exemple de faire de la marche, de faire du fitness, de faire un peu de théâtre aussi, c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée, mais faire des choses surtout simples. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je compliquais la vie. Je compliquais ma vie et que ce n'était pas la vie. Et que la vie, pour moi, c'est quelque chose de simple. Alors l'écriture aussi a été, je dirais, une voie thérapeutique pour vous. Vous avez évoqué le théâtre, cela a été aussi le cas, la musique. Oui. Des activités artistiques. L'écriture, en fait, je crois que ça vous a démangé quand vous avez commencé à écrire vos rêves. Oui. Alors c'est-à-dire vos cauchemars. Oui, j'avais à peu près 10-12 petits carnets dans lesquels je consignais toutes mes idées, toutes mes émotions, mes impressions. Ça m'a énormément aidé à m'enraciner. Ouais. J'avais l'impression que je m'incarnais chaque fois que j'écrivais. Et puis il y avait quelque chose qui restait. C'est pas des paroles en l'air. Au cours d'un séjour en hôpital psychiatrique, vous allez avoir accès à votre dossier, vous vous sentez prête à le consulter et avoir le diagnostic qui est posé. Quel est-il ? Personnalité schizotypique. Une forme un peu de schizophrénie, mais plus allégée. Ouais. Donc c'est pas vraiment la schizophrénie, parce que avec cette maladie, on est tout le temps dedans, donc on n'est jamais dans un état normal. Tandis que là, il y a eu des crises de type schizophrénique, avec morcellement, avec irréalité, mais avec aussi beaucoup de moments normaux, entre guillemets, ce qui m'a permis aussi de pouvoir raconter ces moments de folie. Et il y a eu aussi effectivement le mot psychose, le mot dépression. Et en fait, ça s'est bien passé, parce que je me sentais prête. Et je me sentais prête d'accepter ces mots pour pouvoir les dépasser. Et bon, à un moment donné, ça c'était avec ma psychiatre, mais c'est pas si vieux. Elle m'a dit, maintenant vous n'avez plus qu'une maladie à gérer. Donc, ce qui est le plan psychiatrique, c'est derrière moi. Et c'est une guérison. Bon, une fragilité, elle sera peut-être toujours là. Hein, je veux dire, j'ai une certaine vigilance à avoir, je crois que c'est important. Mais c'est bien stabilisé, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois lucide, que je me rende compte, par exemple, que je souffrais souvent de persécution, donc c'était pas normal, et qu'il fallait que je fasse un travail sur moi, que c'était pas la faute des autres, mais c'était bien moi qui devais faire le travail. Évidemment, j'ai été aidée par l'écriture, par la famille, par les psychiatres, et ça m'a permis vraiment de me stabiliser et puis d'accepter, c'est ça, et d'apprivoiser. Il y a eu aussi un événement, je dirais, peut-être déterminant, c'est en tout cas comme cela que vous le présentez dans votre livre, Anne Gidel, Les épines du destin, un récit autobiographique, non encore publié, et je l'espère après cette émission. Ce spiolet-là qu'il y a sur la table, c'est l'objet qui représente en fait le défi que vous vous êtes donné et que vous avez réalisé, c'est-à-dire un petit sommet de 4000 ? Presque 4008. Il y a été celui-là, le piolet ? Oui, il est allé. D'ailleurs, c'est un Mont Blanc, donc effectivement, c'est bien la montagne que je me suis lancé ce défi-là. Alors, vous avez dit donc que vous n'aviez plus la maladie psychiatrique à soigner, mais la sclérose. Oui, effectivement, elle est toujours là. Bon, j'ai de la chance parce que elle m'atteint relativement peu. Donc, au niveau moteur, j'ai aucun problème. La seule chose qu'il me reste, ce sont des sensations, au niveau de la sensibilité. J'ai les extrémités, donc la paume des mains et la plante des pieds qui est, j'ai l'impression d'avoir les mains et les pieds dans du sable. D'où vraiment... les petits sacs de sable que vous avez apportés tout à l'heure. Les petits sacs de sable, oui. Alors oui, ça, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a du sable de Tunisie. Vous collectionnez les sables des endroits où vous allez ? Oui, j'aime beaucoup, beaucoup le désert. C'est un endroit de silence et de grande simplicité aussi. Anne Gidel, le sable coule, le temps s'écoule, on arrive au terme de cette émission. Évidemment, de l'autre côté du poste, il y a des personnes qui ont des troubles psychiatriques. Il y a aussi bien sûr des gens qui sont malades physiquement. Il n'y a aucune recette miracle, il n'y a pas de recette tout court. Pour vous, cette guérison ? Pour moi, je crois que c'est un cadeau. C'est un cadeau du destin, je crois.
Moi, ce que j'ai envie de dire à tous les gens qui, des fois, se sentent perdus, qui sont dans un désespoir, ce qui est important, c'est d'avoir toujours un projet, quel qu'il soit. Oui. Il peut être tout simple, il peut être de tout ordre. Comme par exemple, faire un pull, ligne par ligne. Ligne par ligne, lire un roman, même si ça prend une année, c'est égal. C'est pas ça qui est important. Mais c'est de pouvoir avoir du plaisir à exécuter quelque chose, à avoir des projets. Christian Gidet, je vous poserai la même question, mais du côté des personnes qui accompagnent des gens qui sont en difficulté, en l'occurrence ici, psychiatriques, d'abord. Eh bien, moi, je pense qu'il ne faut surtout pas perdre espoir, car en tout cas, en ce qui concerne les maladies psychiques, il y a des retournements absolument étonnants. Et je pense, dans le cas de Anne, vraiment, j'ai été tout à fait surpris depuis environ une année de voir une transformation profonde dans le bon sens, c'est-à-dire on peut dire une guérison. Et le message que je peux donner, c'est que il n'y a pas de fatalité, en tout cas en ce qui concerne les maladies psychiques. Maintenant, ce qui concerne une maladie, la sclérose en plaques, il est clair que c'est une maladie qui est très mystérieuse, qui se développe de manière très différente d'un individu à l'autre. Donc c'est très très difficile de donner un pronostic. Merci infiniment à tous les deux d'avoir fait le trajet Genève-Lausanne pour honorer cette invitation de Azimut. Anne Gidet, je rappelle que vous avez écrit Les épines du destin, c'est donc le récit de votre vie, et puisque ce livre n'est pas encore publié, les auditeurs qui seraient intéressés à entrer en relation avec vous peuvent le faire par le biais d'Internet. Je vous laisserai donner votre adresse Internet, Anne. Alors c'est Gidet. Gidet, votre nom s'écrit G-I-D. Alors D-E-Y. G-I-2-D-E-Y, @, donc, des planètes en un mot, dplanet.ch.